Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de la série des web rencontres de l'eau sur le 12e programme de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Je vois que vous êtes à peu près 150 connectés. On va laisser le temps aux gens de se connecter progressivement et démarrer le webinaire avec son introduction. Aujourd'hui, on va être ensemble de 14 heures à 16 heures sur la thématique de la transition écologique de l'agriculture dans les territoires. On est trois intervenants à se relayer sur ce webinaire de l'après-midi. Donc moi-même, Marie Dorceau. À mes côtés, il y a Thomas Villoin. Et dans la salle, on a Gaëlle Prouveau qui viendra nous rejoindre sur la seconde partie du webinaire. On est tous les trois chargés de mission agriculture au siège de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne à Orléans. Du coup, on va commencer avec un petit sondage pour savoir qui vous êtes et d'où vous venez. Donc, on vous laisse un petit temps pour y répondre et puis ensuite, on va démarrer. Donc, normalement, vous avez les résultats du sondage qui s'affichent à votre écran. Donc, vous voyez la majorité des participants sont des collectivités. Et puis, bon, moi, je ne vois pas, mais il y a sûrement une bonne représentation des régions du bassin, qui se confirme par ce qu'on voit. Donc, on va pouvoir démarrer ce webinaire. Donc, juste pour rappel, vous avez ici le planning des web rencontres de la semaine. Donc là, on est à mi-parcours. Pour les prochains webinaires, ce sera demain. Il y a encore 3 webinaires qui peuvent vous attendre et 2 vendredis. Sachant que les replays ensuite des webinaires déjà passés auxquels vous n'auriez pas pu assister seront disponibles sur le site et des redevances de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Je vous présente rapidement le programme du webinaire du jour. Donc, on va démarrer avec Thomas pour vous présenter les stratégies d'intervention qui répondent aux enjeux de la transition écologique de l'agriculture. On se prévoit une première session de questions-réponses à l'issue de cette présentation. Et dans un second temps, on vous présentera les outils qui sont à disposition dans le 12e programme qui seront entrecoupés de plusieurs sessions de questions-réponses pour essayer de dynamiser l'après-midi. Enfin, on finira avec un petit point rapide focus sur Rivage, le nouvel outil des demandes d'aide de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc, dans un premier temps, les stratégies. Juste pour rappel, le 12e programme, il est articulé autour de 7 enjeux. Et cet après-midi, on va vous présenter les stratégies qui déclinent en fait l'enjeu la qualité des eaux en luttant contre les pollutions de toutes origines, en ciblant sur les origines des pollutions d'origine agricole. Et le deuxième enjeu, la gestion résiliente, sobre et concertée de la ressource en eau. Pour rappel, donc, je vais vous présenter moi la partie sur la lutte contre les pollutions d'origine agricole et ensuite je laisserai la main à Thomas. Pour rappel, c'est 359 millions d'euros qui sont fléchés pour le 12e programme sur cet enjeu-là, soit 17% du programme. Pour répondre à cet enjeu, on se fixe 3 objectifs. Le premier, c'est accélérer la transition agroécologique de l'agriculture, donc en soutenant les systèmes les plus vertueux pour la ressource en eau, qui visent à la réduction des usages et des transferts vers les milieux aquatiques. Donc on retrouve l'agriculture biologique, les systèmes élevagers herbivores et l'agriculture de conservation des sols. On vise aussi à accompagner la transition, enfin l'évolution des systèmes agricoles en place avec la mobilisation des leviers agronomiques issus de l'agroécologie. Donc on détaillera plus loin. Déjà, sur cet objectif, il y a une petite nouveauté. Vous voyez l'encart du 12e programme avec la mobilisation de l'outil paiement pour services environnementaux. Mais on rentrera dans le détail dans la partie sur les outils. Le deuxième objectif, c'est accompagner les filières et les territoires pour une transition alimentaire favorable à la ressource en eau. Donc, pour que soient élaborés les changements de système évoqués plus haut et qu'ils soient réalistes et viables, on a besoin également de mobiliser les filières agricoles sur les territoires.
C'est pourquoi, sur le 12e programme, on en a fait un objectif à part entière et on a renforcé également l'animation auprès des maîtres d'ouvrage pour développer des filières à faible impact sur l'eau sur les territoires. Le troisième objectif, c'est l'aménagement de bassins versants, avec un levier important identifié dans le SDAGE pour améliorer la qualité des eaux. Il vise à limiter le ruissellement, l'érosion à l'échelle des bassins versants en favorisant l'infiltration, le ralentissement des écoulements et en limitant les transferts de particules. C'est une action qui est aux bénéfices multiples, qui va répondre à notre enjeu de qualité, mais qui répond aussi à des enjeux sur l'hydrologie, sur le changement climatique et sur la biodiversité également. Les dispositifs qui vont être financés dans le cadre de ces trois objectifs, ils vous sont présentés dans la deuxième partie et vous verrez toujours le lien avec les objectifs par les petits dessins qui sont identifiés ici. Voilà, et une des dernières nouveautés du 12e programme sur cet enjeu de lutte contre les pollutions d'origine agricole, c'est l'intervention de l'agence ciblée sur des territoires prioritaires. Donc, la stratégie d'intervention au 12e programme sur cet enjeu, elle s'appuie sur des aides diversifiées et concentrées sur les territoires prioritaires que je vais vous présenter juste ici. Donc, en priorité pour la reconquête de la qualité de l'eau potable, donc une intervention sur les 212 aires d'alimentation de captage prioritaires qui sont listées dans le SDAGE 2022-2027, donc les dispositions 6B et 6C. Mais aussi des interventions sur des territoires qui visent la reconquête du bon état des eaux, donc sur les baies algues vertes, notamment en application du plan algues vertes, donc on retrouve aussi dans les dispositions du SDAGE, sur les plans d'eau prioritaires phosphore, donc pour la réduction des apports et des transferts, qui sont également une des priorités identifiées dans les dispositifs du SDAGE. Et enfin, sur les masses d'eau en risque de non-atteinte du bon état, sur les paramètres pesticides et nitrates, qui sont susceptibles d'aboutir au bon état dans un délai court et qui, elles, sont identifiées dans le programme de mesure. Ensuite, on voulait faire un petit focus sur pourquoi on priorise des territoires sur la stratégie agricole du 12e programme. Donc, la stratégie, elle s'appuie dans un premier temps sur les résultats de l'évaluation pesticides de nos politiques d'intervention du 11e programme qui ont mis en évidence un besoin de recentrage des actions pour éviter le saupoudrage des aides et améliorer aussi leur efficience pour améliorer tout simplement les résultats sur la qualité de l'eau. Cette évaluation pesticide, elle a aussi mis en avant un enjeu de santé publique et un besoin de monter en ambition sur les aires d'alimentation de captage. La stratégie, elle s'appuie aussi sur des cadrages nationaux. Donc, vous avez la lettre de cadrage des ministères, le SDAGE 2022-2027 et également le plan eau ministériel qui a un axe spécifique sur la prévention des pollutions pour les milieux aquatiques et particulièrement sur le renforcement des actions sur les aires d'alimentation de captage. Enfin, le dernier point également, c'est un contexte financier à l'entrée en vigueur du 12e programme avec une forte augmentation des engagements de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne sur les dispositifs du plan stratégique national, qui est la déclinaison de la politique agricole commune en France. Et donc, avec 80% du budget de la ligne agricole qui est dédié sur les 3 premières années du programme à ces aides directes, sachant que la ligne agricole est une des lignes les plus dotées du 12e programme. Donc, la cartographie suivante, c'est juste pour vous représenter les territoires prioritaires. Donc, dans un premier temps, ce qui concerne la reconquête de la qualité des eaux des captages prioritaires. Donc, la cartographie identifie en point bleu tous les 212 captages prioritaires du bassin Loire-Bretagne et en rose les aires d'alimentation de ces captages quand elles sont connues par nous, par les services de l'Adréal. Ce sujet-là également permet de faire le lien, c'est-à-dire qu'on répond effectivement à l'enjeu de lutte contre les pollutions d'origine agricole, mais on a aussi un lien très fort avec l'enjeu sur l'alimentation en eau potable de qualité et en quantité suffisante. La deuxième cartographie, elle vous présente les territoires prioritaires pour la reconquête du bon état.
où vous retrouvez en marron les masses d'eau avec un risque pesticide et ou nitrate, mais qui sont proches du bon état. Les marées vertes sur plage, donc qui correspondent au bassin versant algues vertes en application du plan algues vertes, donc en vert, et les plans d'eau prioritaires pour le phosphore qui sont en bleu. Donc, ça permet aussi de faire le lien avec un autre enjeu du 12e programme, qui est le bon état des eaux et des milieux marins et littoraux pour ce qui concerne les bassins versants algues vertes. Je laisse la main à Thomas. Bonjour à tous. Alors, je vais effectivement essayer de vous montrer en quoi le- l'objectif d'engager les territoires dans la transition écologique de l'agriculture est aussi un levier pour l'enjeu gestion résiliente, sobre et concertée de la ressource en eau. Dans cet objectif, dans cet enjeu de gestion résiliente, sobre et concertée, l'idée, elle est bien d'aller gérer les prélèvements de manière équilibrée et durable pour la reconquête du bon état des eaux, en élaborant et en mettant en œuvre des programmes d'action concertés et diversifiés pour tous les usages. Et donc ça passe notamment par quatre objectifs, alors, dont trois qui sont propres à la stratégie. Alors sur cet objectif particulier, on a 13% du programme d'action qui est dédié, soit 371 millions d'euros, sachant que tout n'est pas sur le volet grand cycle, on a aussi une partie, quasiment 60%, qui est mobilisée sur notamment la gestion patrimoniale des réseaux d'eau pour l'alimentation en eau potable. Donc, il y a une partie qui est quand même dédiée aux questions plutôt de grand cycle. Donc, les trois objectifs qui sont développés en priorité, c'est d'accélérer les économies d'eau euh, et de réduire les prélèvements. Donc là, c'est bien le constat que la sobriété pour tous les usages, avec une réduction des prélèvements et intégrant la recherche d'une diminution de la dépendance en eau, est une priorité sur tous les territoires. Le deuxième axe, c'est partager les prélèvements entre les différents usages en s'appuyant sur des démarches concertées avec des périmètres adaptés que sont les SAGE et les projets de territoire pour la gestion de l'eau, les PTGE, qui associent tous les acteurs d'un territoire autour de cette problématique. Et le troisième enjeu, c'est accompagner le retour à l'équilibre dans les territoires en déficit quantitatif, en déséquilibre. Cet objectif concerne principalement les prélèvements agricoles, les prélèvements pour l'irrigation, qui sont la pression principale responsable du déséquilibre sur de nombreux territoires en période de basse zone. Et donc, ces trois objectifs dédiés de l'économie sont complétés par un objectif transversal et notamment renforcé, bon, transversal et préalable, qui est effectivement de renforcer la résilience des milieux en développant les solutions fondées sur la nature. Et ces actions s'appuient sur des objectifs qu'on retrouve dans d'autres thématiques, notamment restaurer la fonctionnalité des cours d'eau et des zones humides, qu'on retrouve dans les thématiques milieu aquatique, aménager les bassins versants qui est transversal à de nombreux enjeux, et infiltrer les eaux pluviales dans les zones urbanisées, on retrouve dans la gestion, réduction aux aides aux collectivités, notamment pour réduire ces infiltrations et en lien avec les modalités assainissement. Et donc sur ces modalités spécifiques, il y aura des webinaires consacrés au milieu aquatique, notamment vendredi matin, et sur la partie infiltration des eaux, jeudi après-midi. Donc, ce sont bien des actions aux bénéfices multiples hein, qui contribuent à cet objectif, mais qui, du coup, sont accompagnés dans un autre enjeu. Euh, pour l'agence, sur cet enjeu de gestion résiliente, on a des nouveautés qui vont vous être présentées, notamment, sur la pollution diffuse, le lien avec les territoires prioritaires, mais également la possibilité de mobiliser des actions de concertation spécifiques qu'on abordera tout à l'heure, mais aussi une approche quantité et qualité qui est développée pour tous les usages et qui fait partie des programmes d'action qui seront présentés. Sur la partie priorité, la stratégie d'intervention de l'agence s'appuie principalement pour cet enjeu de gestion résiliente, sobre et concertée sur les projets de territoire pour la gestion de l'eau, les PTGE, qu'ils soient en émergence ou approuvés. Ces PTGE sont un outil national pour accompagner la concertation autour du partage de l'eau pour atteindre l'objectif de retour à l'équilibre. Ce sont bien des outils mis à disposition au service des clés des sages
Un PTGE est reconnu en émergence dès lors qu'il y a une validation d'une feuille de route par le préfet. Cette feuille de route, elle a vocation pour le SAGE de mettre en avant ses objectifs, d'aller vers l'établissement d'un programme d'action concerté multi-usage. In fine, en finalité, le PTGE a vocation à être approuvé par le préfet coordinateur de bassin. Alors, le PTGE, c'est un programme d'action partagé avec des volumes associés par usage, dont les volumes sont compatibles avec le SDAGE et les volumes prélevables qui seront arrêtés localement. Les actions mises en œuvre, elles doivent, au sein d'un PTGE, être en priorité mises en œuvre sur des zonages prioritaires, donc issus du diagnostic de territoire, et notamment des sous-bassins en déséquilibre quantitatif sur lesquels les prélèvements sont les plus impactants. Euh, pour vous dire que dans la démarche PTGE, il y a plusieurs phases, dont la phase de diagnostic qui, sur le bassin de la Bretagne, et notamment s'appuie sur l'analyse HMUC, alors l'analyse hydrologie, milieu, usage, climat, qui couvre ou qui croise l'analyse de ces quatre volets. L'objet n'est pas effectivement de faire l'explication de cette méthode, c'est des choses qui sont largement diffusées et qui ont été en partie expliquées lundi. Et donc, on a ces démarches PTGE qui s'appuient sur ces diagnostics, qui ont pour objectif de co-construire des scénarios, des programmes d'action et de les mettre en œuvre. Et donc, l'agence de l'eau accompagne les programmes d'action de retour à l'équilibre, multi-usage, du coup, dans le cadre des PTGE et dans le cadre des accords de territoire. Cette démarche PTGE, elle est encadrée par deux instructions du gouvernement, 2019-2023, et bénéficie de deux guides techniques, un à l'élaboration et à sa mise en œuvre, et un deuxième spécifiquement sur la phase d'analyse économique et financière. Donc, il y a des liens qui pourront vous être mis en ligne pour plus d'informations sur ces instructions et ces guides. Un rapide point sur la carte des recensements des démarches PTGE sur le bassin Loire-Bretagne. Un recensement qui a été fait notamment pour alimenter le futur centre de ressources PTGE, qui devrait être mis en ligne en mars 2025 et qui aura vocation à partager les éléments sur le PTGE entre tous les animateurs et nous à disposition le plus largement possible. Et donc sur le bassin Nord-Bretagne, là vous avez en hachuré bleu les territoires de ces PTGE qui sont principalement des territoires de SAGE. On a 16 PTGE recensés, 3 en émergence, 12 en phase d'état des lieux diagnostic et un en phase de mise en œuvre qui est en cours de révision. Je vous propose de faire un rapide point aussi sur les pressions qui peuvent justifier des interventions de l'Agence de l'eau Nord-Bretagne, donc sur notre bassin. Vous avez une carte qui présente la répartition des points de prélèvement pour les usages eau potable, irrigation industrielle. Et on voit au travers de cette carte qu'on a une répartition, en tout cas une concentration assez dense de la Beauce jusqu'au la Vendée, Marais, Poitevin, donc couvrant tout le pays de la Loire, montrant une pression assez forte, en tout cas une présence assez forte des points de prélèvement pour l'irrigation. On a aussi les axes que l'on dessine, les axes Loire et l'axe Allier, sur lesquels on voit aussi qu'ils sont avec une pression de prélèvement assez importante. Et donc, les prélèvements sur le bassin de la Bretagne, ça représente 3 milliards de mètres cubes d'eau prélevés par an. On peut aussi analyser la part qui représente des consommations, parce que dans ces 3 milliards de mètres cubes d'eau, on en a 14% qui représentent des prélèvements pour l'irrigation. Si on ne parle que des mètres cubes consommés, donc une fois que l'on déduit des restitutions au milieu de certains usages, étant donné que l'irrigation a une consommation à 100%, on passe en proportion à 40% des volumes consommés pour l'irrigation. Voilà. Et donc, ces pressions prélèvements ont une conséquence du coup sur les milieux. Et alors, c'est des cartes provisoires de l'état des lieux de 2025 sur Loire-Bretagne qui montrent à droite, en marron, on a 21% des masses d'eau en cours d'eau qui présentent une pression significative pour le prélèvement, pour les prélèvements, donc en principe, principalement des prélèvements pour l'irrigation, ce qui montre globalement les territoires sur lesquels il faut agir, principalement sur des actions sobriété, usage, irrigation. À droite, vous avez une carte qui montre 50% des masses d'eau à risque,
sur le paramètre hydrologie en intégrant d'autres pressions, notamment, alors sur lesquelles on a plus de mal à agir, mais notamment la pression d'interception des plans d'eau, de la révaporation et d'autres usages non réglementés. En tout cas, s'agissant de sobriété, c'est bien en priorité sur les problématiques et les masses d'eau avec des pressions de prélèvement qu'il faut pouvoir agir. Donc voilà sur ce point, présentation des deux stratégies. Avant d'aborder la phase de questions-réponses, je ferai deux focus, un sur les accords de territoire et un sur la transition sur les financements agences, sur les contrats en cours entre le 11e et le 2e programme. Concernant les accords de territoire, euh, ça reste, du coup, ces démarches territoriales, le cadre des financements de l'agence pour le grand cycle. Donc, on a toujours pour l'agence un financement des actions de grand cycle, qu'on appelle grand cycle, mais sur les actions pollution diffuse ou sur la gestion quantitative, dans le cadre des accords de territoire. Donc, avec une stratégie de territoire qui se veut ambitieuse et qui mobilise l'ensemble des parties prenantes. Donc, le principe de l'accord, c'est qu'on conclut un engagement entre l'agence de l'eau et un coordinateur principal, principalement une collectivité territoriale compétente sur les enjeux sur lesquels il faut agir. Pour les aires d'alimentation de captage, principalement les personnes responsables de la production de l'eau potable, donc les PRPDE. Alors, cet accord de territoire implique des cofinanceurs locaux, potentiellement les conseils régionaux, les conseils départementaux, et associe, à titre indicatif, parce que nous ne serons pas sollicités pour les signatures, mais les autres maîtres d'ouvrage compétents sur le territoire. Et cet accord de territoire est conclu pour une période de 3 ans. Alors, c'est un accord qui est adaptable, modulable, qui peut être monothématique ou multithématique. Alors, multithématique, c'est déjà le cas sur de nombreux contrats mis en œuvre sur le grand cycle milieu aquatique, grand pollution diffuse. Donc, c'est un format qui peut être maintenu en fonction des enjeux du territoire et du découpage administratif et des compétences des porteurs de la démarche. Il peut y avoir différentes échelles de mise en œuvre. Ça peut être à l'échelle d'une aire d'alimentation de captage ou d'un bassin versant, potentiellement. Et puis, il y a la possibilité de créer des passerelles entre notamment les actions petit cycle et grand cycle, c'est-à-dire qu'on pourrait, dans un même accord, aborder les questions de sécurisation de l'alimentation d'eau potable, mais aussi de protection à l'échelle de l'AAC. Ce qui formalise l'accord, c'est bien en s'appuyant sur une stratégie de territoire de 6 ans pour nos enjeux quantitatifs et qualitatifs, avec des objectifs environnementaux partagés, une programmation financière, un calendrier de réalisation, des indicateurs de suivi technique et financier qui sont à mettre en face des différentes actions du programme d'action, et des règles partagées négociées qui seront à discuter, en tout cas qui seront analysées au moment du renouvellement de cet accord de territoire. C'est le respect notamment de ces règles partagées qui justifiera le renouvellement de ce type d'opération. Concernant les captages prioritaires, il y a 3 conditions spécifiques qui seront à respecter. Alors, le portage de l'accord par la PRPDE, une personne responsable de production d'eau potable, la définition d'indicateurs de résultats et de suivi et d'un suivi de l'évolution de la qualité de l'eau, et notamment la délimitation de la zone de protection de l'arrêté, de protection de l'aire d'alimentation de captage, pardon, la ZPAC, par arrêté d'ici 2027. En fonction des résultats des différents indicateurs, la poursuite de l'accompagnement de l'agence pourrait être conditionnée à la mise en œuvre du démarche GSCE, considérant que si les résultats ne sont pas suffisants, on pourrait avoir recours à cette démarche pour une montée en ambition des actions. Trois mots sur la procédure ZSCE. Alors, vous dire que c'est une démarche réglementaire qui est définie par la loi sur l'eau de 2006, qui est une démarche pour lutter contre les pollutions diffuses à l'échelle d'une aire d'alimentation de captage et qui est complémentaire du dispositif de protection des périmètres qui est géré notamment par DUP. Je l'ai mangé. Ben vous l'aurez en tête. Pardon.
Pour vous dire que la procédure zone soumise à contrainte environnementale, ZSCE, a trois phases, trois temps, dans lesquels interviennent à chaque fois les services de l'État, notamment les DDT. Le premier, c'est la délimitation de la ZPAC. Le deuxième, c'est la mise en œuvre d'un programme d'action volontaire avec des objectifs de résultat. Et la troisième phase, c'est au plus tôt, 3 ans après la mise en place des actions volontaires, la mise en place d'un programme d'action obligatoire. Dernière diapo avant la phase de questions, c'est pour aller vers les phases de transition entre le 12e entre le 11e et le 12e programme, donc les mesures de transition entre les contrats territoriaux et les accords de territoire. Pour les contrats qui sont en cours, donc sur les périodes 2023-2025 ou 2024-2026, en 2025, il y a une continuité du financement des actions programmées, conformément aux modalités du 12e programme, sans toutefois tenir compte des nouveaux zonages éligibles. En 2026, par contre, on aura une application des nouveaux zonages et des modalités conformément au 12e. Donc 2025, c'est l'année aussi pour repenser les actions pour qu'elles soient, dès 2026, compatibles intégralement avec le 12e. Pour les nouveaux accords 2025-2026, on rentre directement dans le cadre zonage et modalités du deuxième programme. On a une mesure de transition en 2025 entre contrat et accord pour les nouveaux accords ou pour les situations entre deux ou pour les nouveaux accords en 2025-2027 pour permettre de maintenir le soutien aux missions essentielles d'animation d'études suivies, du coup avec rétroactivité au 1er janvier 2025 si une demande d'aide peut être déposée avant le 31 mars 2025 sous rivage. Malgré tous ces éléments, on souhaite attirer ou en tout cas avoir une alerte sur des tensions financières que l'Agence de l'eau rencontre en 2025 sur les budgets notamment agricoles, qui sont notamment liés à l'engagement de 85% du budget sur les mesures conversion agriculture biologique et mesures agro-environnementales, qui nécessitent de prioriser des actions même si elles sont éligibles au 12e programme. Et donc, la contrainte financière que l'agence rencontre cette année oblige à prioriser les actions dans les actions éligibles 12e programme ou sur la phase de transition. Et donc, c'est un travail qui a déjà débuté, qui a déjà été commencé par les délégations, notamment avec vous, pour essayer de, parmi les actions éligibles, de prioriser celles qui sont le plus prioritaires, indispensables sur 2025, sachant qu'on a à peu près 20% des actions qui, a priori, ne pourraient pas être financées. Donc on en est effectivement contraint et désolé, mais il y a effectivement un travail à faire avec vous pour que voilà, l'agence puisse financer le maximum d'actions, mais dans le respect d'enveloppes qui seront déterminées par délégation. Donc, je vous propose de faire un premier point sur les questions, un petit temps de questions-réponses. Alors, il y a des premières questions qui ont été déposées dans le fil de questions. N'hésitez pas à l'utiliser pour toute question. Tu veux que je démarre, Thomas? Peut-être je reprends. Vas-y, ouais. Comme ça. Du coup, il y a une première question qui a été posée sur l'animation filière et est-ce qu'elle est également restreinte aux territoires prioritaires que j'ai pu citer au démarrage. Alors, je vais répondre très succinctement parce qu'on va aborder ces modalités dans la deuxième partie de l'intervention, mais vous dire qu'effectivement, c'est restreint à ces territoires prioritaires, mais que l'animation va pouvoir aller au-delà, mais il faut qu'elle soit au moins au bénéfice d'un de ces territoires prioritaires. Mais je laisserai Gaëlle compléter tout à l'heure dans sa présentation. Il y a une question aussi sur les masses d'eau à risque, pesticides et nitrates qui sont proches du bon état, donc identifiés dans le programme de mesure. Est-ce qu'on parle du programme de mesure du précédent SDAGE ou du nouvel état des lieux 2025? On parle du SDAGE 2022-2027, qui est en vigueur du coup jusqu'en 2027. Et donc, éventuellement, ces masses d'eau pourront être remis à jour au moment de la révision du 12e programme avec l'entrée en vigueur du nouveau SDAGE et donc qui reposera bien sur l'état des lieux 2025.
Euh, Ensuite, il y avait une question également sur l'accord de territoire. Est-ce qu'il peut être signé même si le captage n'est pas jugé prioritaire pour l'agence de l'eau? C'est-à-dire que si le captage n'est pas dans les 212 aires d'alimentation de captage prioritaire qu'on a identifiées, on ne sera pas en mesure d'accompagner un accord de territoire sur ce captage. Après, je pense que c'est, en tout cas, la prochaine Alors, est plutôt pour il y toi. a deux questions sur les PTGE. Alors, une première sur qui est le préfet référent, le rôle que j'ai évoqué pour la validation des feuilles de route. Donc, le préfet référent, il est déterminé notamment comme étant le préfet du département sur lequel se situe le territoire, en tout cas le périmètre du PTGE, et c'est souvent le périmètre le plus qui concerne pardon, la part du département le plus important. C'est souvent ce préfet qui est défini comme préfet référent. Dans la stratégie bassin sur la définition des volumes prélevables, néanmoins, il est prévu que la PCB, le préfet coordinateur de bassin, garde un rôle, notamment sur la validation des différentes étapes, état des lieux, programme d'action et donc approbation finale. Et donc, il y a bien un rôle du préfet coordinateur, du préfet référent départemental sur la validation de feuille de route, mais les étapes essentielles seront derrière validées par le PCB. Après, une question sur est-ce qu'un accord de territoire peut être à l'échelle d'un PTGE? C'est effectivement le sens de nos accords de territoire, c'est de pouvoir accompagner le programme d'action du PTGE et donc d'avoir une action à l'échelle du même territoire. On a là dans les 16 territoires recensés beaucoup de PTGE qui sont à l'échelle de ça, et donc il y a effectivement vocation à avoir des accords de territoire à ces mêmes échelles. Après, il y a effectivement des sages très grands, là pourra se poser des questions d'avoir peut-être des échelles plus petites et plus ciblées sur des territoires qui présenteraient les plus d'enjeux de retour à l'équilibre. Il y avait une question tout à l'heure sur le PDM, j'avais noté. Ah, c'était répondu. Parfait. Moi, après, on m'a proposé aussi une autre question qui a été posée sur les captages sensibles. Qu'en est-il des captages sensibles en termes d'éligibilité des actions et quand aura-t-on les listes officielles? Est-ce que tu veux répondre ou tu gardes la main? C'est à la fois dire que il y a un décret, en tout cas sur la directive eau qui est attendu, qui devrait définir les futurs critères pour définir les captages sensibles. On fait référence au captage prioritaire du SDAGE, et le captage prioritaire définit aussi des captages sensibles sur lesquels il peut déjà en particulier être mis des actions. Ce qui effectivement est écrit dans le programme, c'est sur ces captages sensibles sur lesquels il y aurait déjà des actions et notamment sur lesquels il y aurait déjà un arrêté de délimitation ZPAC, l'agence pourrait maintenir ces actions sur ces captages-là qui bénéficient du coup d'une identification d'enjeux stratégiques par l'action et l'arrêté des services de l'État. Mais pour les futurs captages sensibles, effectivement, on est en attente de consignes qui sont plutôt attendues maintenant fin 2025. Pour rebondir, il y a aussi une question qui a été posée. Est-ce que des actions situées sur un périmètre de captage non prioritaire, mais en périmètre B algues vertes, sont éligibles? Effectivement, hein, les territoires prioritaires, c'est pas un croisement. Il ne faut pas que tous les territoires prioritaires se croisent pour qu'on puisse mettre un accord de territoire. Donc, si effectivement il y a un accord de territoire sur un bassin versant algues vertes, même si le captage situé sur ce territoire n'est pas prioritaire, les actions pourront être financées. Une question sur les objectifs de bon état. Alors effectivement, oui, ils sont toujours fixés à l'échéance de 2027. C'est bien le SDAGE en vigueur 2022-2027 qui fait foi. Du coup, effectivement, ça interroge sur les respects des volumes prélevables et donc des retards par rapport aux objectifs d'équilibre à 2027. Là, nous, agence, on affiche un accompagnement des programmes d'action pour le retour à l'équilibre. Ce seront au service de l'État, effectivement, de prévoir quelle suite donner aux territoires qui n'auront pas atteint les objectifs en 2027. D'où, agence, on accompagnera ces objectifs-là de retour à l'équilibre qui seront simplement fixés dans le nouveau stage. En tout cas, pour le moment, on ne peut pas
On ne peut pas se positionner, ou en tout cas, pas forcément d'informations sur la suite de. On met en œuvre les moyens nécessaires. Après, on ne sait pas comment seront jugés le fait que les objectifs ne soient pas atteints en 2027. Après, il y a une question sur les accords multithématiques à l'échelle d'un SAGE qui comprennent une partie de captage prioritaire et sur plusieurs captages effectivement différents PRPDE. Est-ce que, voilà, enfin, en tout cas, est-ce que ça pose problème que les PRPDE ne soient pas le porteur principal? Alors, c'est pareil, c'est des questions très, très particulières qui pourront être vues directement avec la délégation, mais c'est pas forcément bloquant. Ce qu'on attend quand même, c'est que et les PRPDE soient impliqués dans la signature de l'accord de territoire, voilà, mais sur des territoires où il y avait des contrats territoriaux existants qui étaient à l'échelle du SAGE, il y aura sûrement des ajustements à faire, mais en tout cas, il y a un besoin que le PRP2 soit bien impliqué dans la démarche. Ça pourrait être effectivement un coportage dans cette situation. Après, est-ce on continue? Mais on peut proposer de continuer. Puis on reverra les questions à venir sur les prochaines sessions de questions-réponses. On laisse Gaëlle s'installer pour la suite de la présentation. Bonjour à tous. Alors, effectivement, donc, là, on va rentrer dans le détail des outils financés par l'Agence de l'eau. Donc, voilà, une première diapositive qui vous présente d'une façon plus générale l'ensemble des dispositifs qui sont financés. Alors là, en faisant un focus sur l'enjeu de la lutte contre les pollutions d'origine agricole. Donc, comme le disait Marie tout à l'heure, cet enjeu vise 3 objectifs. Donc, accélérer la transition écologique de l'agriculture, accompagner les filières et aménager les bassins versants. Et donc, pour chacun de ces objectifs, l'Agence de l'eau finance un certain nombre de dispositifs qui sont détaillés dans les fiches actions que vous voyez apparaître à l'écran. Donc, si on regarde un peu plus près, mais sachant qu'ensuite, on va rentrer vraiment dans le détail de chaque dispositif. Donc, concernant l'objectif accélérer la transition écologique de l'agriculture, l'Agence de l'eau finance l'accompagnement des agriculteurs, qui est détaillé dans la fiche ACRE 1. Les aides directes aux agriculteurs dans le cadre du PSN, du plan stratégique national, donc avec la conversion à l'agriculture biologique et les mesures agro-environnementales et climatiques. Les paiements pour services environnementaux, le matériel, les acquisitions de matériel et d'équipements agricoles, dans la fiche action ACRE 5. Et puis, il y a également une fiche qui cible la reconquête de la qualité des captages d'eau potable avec le financement de dispositifs d'études et d'outils fonciers, donc déclinés dans la fiche AEP1. Concernant l'objectif sur les filières, l'Agence de l'eau finance des dispositifs qui sont détaillés dans la fiche AGRE 4, les actions filières, les études et investissements, et puis de l'animation filière dans la fiche Terre 2. Et enfin, pour l'objectif aménager les bassins versants, c'est donc la fiche BV1 qui détaille les financements aux aménagements de dispositifs tampons. Et donc, en transversal sur l'ensemble de ces 3 objectifs, l'Agence de l'eau finance également l'appui agricole à la mission de coordination dans les accords de territoire, qui est détaillé dans la fiche Terre 2, et elle établit des partenariats techniques qui sont définis dans la fiche PAR 4. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail, concernant l'appui agricole dans les accords de territoire. Donc, il s'agit d'un appui agricole à la mission de coordination dans la cellule d'animation de l'accord de territoire et qui va porter sur l'accompagnement des agriculteurs, la mise en œuvre d'outils fonciers, l'aménagement des bassins versants, le développement de filières et la gestion quantitative. Donc, ce dispositif est financé à hauteur de 50%, avec un bonus de 10% si la région est partenaire engagé dans l'accord de territoire. Et donc, ce dispositif répond à l'enjeu de lutte contre les pollutions d'origine agricole. Et donc, à ce titre, est éligible aux zonages, enfin aux accords de territoire que vous a présenté Marie tout à l'heure sur les zonages prioritaires, donc
reconquête de la qualité de l'eau potable et reconquête du bon état des eaux. Et ce dispositif répond également à l'enjeu de gestion résiliente de la ressource en eau. Et à ce titre, il est éligible dans un accord de territoire avec un PTGE en émergence. Peut-être juste là, une petite parenthèse sur le déroulé du diaporama. Donc ici, on est bien sur l'enjeu lutte contre la pollution d'origine agricole. Mais donc, il y a certains dispositifs qui répondent également à l'enjeu de gestion résiliente de la ressource en eau. Donc, on vous les mettra en évidence, sachant qu'ensuite, Thomas vous présente des dispositifs spécifiquement dédiés à cet enjeu de gestion résiliente. Donc voilà, donc je reviens sur ce dispositif d'appui agricole. Donc son dimensionnement est défini en fonction des objectifs de l'accord de territoire et de l'envergure du programme d'action. Donc pour les missions en régie, les dépenses éligibles, ce sont les charges salariales plafonnées à 72 500 € par an et par ETP, avec un forfait de fonctionnement à 12 000 €. Et pour les missions en prestation, agricole dans les accords de territoire, là, nous voulions vous faire un focus sur l'animation filière parce que c'est un dispositif nouveau du 12e programme. Donc là, il répond à l'objectif d'accompagner les filières et les territoires pour une transition alimentaire favorable à la ressource en eau. Et donc, l'idée est bien d'impliquer au maximum l'ensemble des acteurs de la filière pour favoriser des changements de système et des changements de pratiques viables et durables et réalistes. Donc, ce dispositif, il est ciblé sur l'enjeu de lutte contre la pollution d'origine agricole, puisqu'il est ciblé au profit des aires d'alimentation de captage prioritaire. Donc, ça répond à une question dont parlait Marie et qui est parue dans le chat. La filière, pour être éligible, elle doit porter sur une zone de production couvrant un ou plusieurs accords de territoire sur les territoires prioritaires reconquête de la qualité de l'eau potable. Donc, le financement de ce dispositif, il est assuré aux maîtres d'ouvrage et en particulier aux PRPDE qui sont largement impliqués dans les accords de territoire portant sur les aires d'alimentation de captage. Il doit faire suite à une étude d'opportunité qui identifie un projet pertinent à mettre en place. Donc, ça peut être une relocalisation de production, le développement de labels de qualité, la valorisation de production favorable pour l'eau, comme l'agriculture biologique. Et donc, cet appui agricole, cette mobilisation des acteurs des filières peut s'appuyer sur les outils de responsabilité sociale et environnementale des entreprises ou les PAT, donc les projets alimentaires territoriaux. Ensuite, concernant l'accompagnement des agriculteurs, donc le taux d'aide est à hauteur de 50%. Et donc, il s'agit d'actions ponctuelles, donc d'expertise qui viennent en complément de l'appui agricole dans la cellule d'animation de l'accord de territoire. Donc, il s'agit soit d'accompagnement collectif, donc avec le conseil collectif, les actions de démonstration, les expérimentations, le suivi de réseaux de parcelles ou d'exploitation, et puis les accompagnements individuels avec les diagnostics d'exploitation et l'accompagnement, enfin le conseil individuel ensuite à la mise en œuvre des préconisations du diagnostic. Donc cet accompagnement, il répond à l'enjeu de lutte contre la pollution d'origine agricole. Et donc à ce titre, il est bien éligible dans les accords de territoire sur les territoires prioritaires, reconquête de la qualité de l'eau potable et reconquête du bon état des eaux. Et également, il répond à l'enjeu de gestion résiliente de la ressource en eau et donc est éligible dans les accords de territoire avec les TGE en émergence. Donc, pour votre information, ces actions sont plafonnées à 450 € par jour, y compris pour les actions en prestation. L'accompagnement individuel, donc diagnostic plus conseil, il est plafonné à 6 jours par an pour chaque exploitation agricole et à 1 journée
pour le diagnostic qui est réalisé en amont des mesures agro-environnementales et climatiques. Et pour le conseil individuel, l'agriculteur doit avoir réalisé en amont un diagnostic d'exploitation obligatoire. Et puis, oui, juste en parallèle, il y a le dispositif Groupe 30 000 qui est du plan Éco-Phyto qui continue à être financé aussi dans le 12e programme. Donc cet accompagnement, il peut porter sur plusieurs thématiques, alors notamment sur les évolutions de systèmes qui sont mis en avant par l'Agence de l'eau, hein, comme l'a cité Marie tout à l'heure, l'agriculture biologique, les systèmes d'élevage herbagé et l'agriculture de conservation des sols. Il peut porter aussi sur la mise en œuvre des leviers agronomiques de l'agroécologie en fonction des enjeux du territoire. Donc la couverture des sols, diversification des assolements, le désherbage alternatif. Il peut aussi porter sur la gestion sobre de l'eau, la réduction des transferts, la gestion durable de la haie, la gestion des zones humides. Et en nouveauté, au cours de ce 12e programme, donc il peut aussi porter sur la fertilité des sols et le bilan carbone, alors sous réserve que ça entraîne la mobilisation de leviers agronomiques favorables pour l'eau. Il peut aussi porter sur l'installation et la transmission des exploitations agricoles, et aussi sur l'analyse socio-économique des changements de pratiques et la gestion des effluents d'élevage. L'Agence de l'eau établit également des partenariats techniques, donc dans la continuité du 11e programme. Donc là, il s'agit de missions d'accompagnement technique auprès des porteurs des accords de territoire et auprès des maîtres d'ouvrage impliqués dans les accords de territoire. Donc ça va être par exemple la mise à disposition d'outils techniques ou méthodologiques. Et il s'agit aussi de la mise en réseau des acteurs, donc pour favoriser les échanges de connaissances, la diffusion de connaissances et les retours d'expérience. Et donc, il porte sur les objectifs du 12e programme, donc les changements de pratiques agricoles ambitieux, l'aménagement de bassins versants, l'accompagnement de filières. Donc, il répond aux deux enjeux de lutte contre les pollutions agricoles et de gestion résiliente de la ressource en eau. Donc, pour être éligibles, ces partenariats doivent être sur un périmètre incluant plusieurs accords de territoire. Ils sont formalisés au travers d'une convention avec l'Agence de l'eau. Donc, ce travail, cette mission sera assurée au maximum par un ETP. Et donc, ces actions sont réalisées en régie avec des charges salariales plafonnées à 70 500 € par an par ETP et un forfait frais de fonctionnement de 12 000 € par an. Donc, avant de poursuivre sur davantage les aides directes, on va peut-être prévoir un petit temps de questions-réponses. J'ai déjà quelques questions qui me sont revenues, alors qui ne portent pas spécifiquement sur les outils que tu as présentés, Gaëlle, mais je vais quand même y répondre, et puis ça porte sur des outils que je vais présenter après, donc je rentrerai sûrement plus dans le détail par la suite. La première porte sur les MEC systèmes. Est-ce qu'elles sont restreintes aux territoires prioritaires en 2025 ? Alors, ça fait effectivement le lien avec ce que Thomas a pu vous présenter sur les mesures de transition entre le 11e et le 12e programme. Donc, un contrat qui serait encore en cours en 2025 et qui porte un projet agro-environnemental et climatique qui était jusqu'à présent financé en tout cas cofinancé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Ces mesures-là, elles pourront toujours l'être en 2025 dans le cadre de la transition, parce que c'est bien dans le cadre de la continuité du programme d'action hors territoire, hors restriction territoire 12e programme. Mais en 2026, comme l'a présenté Thomas, c'est des choses qui s'arrêteront. Ensuite, qu'entendez-vous par outil foncier ? Je vais y revenir plus dans le détail par la suite. Donc, je propose peut-être de vous présenter ce sujet-là plus particulièrement, et si jamais ça ne répondait pas encore à votre question, de remettre une question plus précise dans le question-réponse. Mais ça va bien être abordé. Et donc, il y a eu plusieurs questions aussi sur le sujet des filières. Est-ce que les seules cultures à destination de l'alimentation humaine sont concernées? Alors non,
l'agence de l'eau va soutenir le développement de filières favorables pour l'eau. Après, c'est vrai qu'on voulait mettre l'accent sur justement la partie aussi évolution de l'alimentation parce que c'est un volet important du développement de filières, notamment avec les PAT. Et donc, c'est un axe que l'agence de l'eau souhaite favoriser. Et puis, il y a une autre question aussi sur préciser la notion de faible impact pour les filières. Donc là, ce que souhaite l'agence de l'eau, c'est soutenir les filières qui permettent de valoriser des productions les plus favorables pour l'eau. Et ça va être donc à voir aussi en fonction des enjeux du territoire, ou alors aussi, donc, évidemment, des cultures qui sont reconnues comme faiblement consommatrices d'intrants. Notamment pour penser à l'agriculture biologique, des cultures comme le chanvre, voilà, les systèmes que l'agence de l'eau met en avant également, les systèmes d'élevage à l'herbe. Voilà. Et puis, il y a aussi une question sur les études d'opportunité filière. Donc ça, on va y revenir dans la deuxième partie. Ok. J'ai une dernière question sur le soutien de l'accompagnement agricole donc au sujet de l'axe bilan carbone, qui permet de financer la réalisation de diagnostics carbone dans les exploitations. Là, c'est pareil, c'est ce qu'a précisé d'ailleurs Gaëlle dans la présentation, c'est-à-dire qu'il faut quand même que les leviers mis en œuvre dans le cadre du diagnostic permettent en tout cas, soient favorables à la ressource en eau. Donc, il y aura sûrement un travail à faire avec la délégation sur le cahier des charges du diagnostic pour que ça réponde bien effectivement à l'enjeu carbone, mais aussi à l'enjeu qualité de l'eau pour qu'il puisse être cofinancé par l'agence de l'eau. Je pense que pour l'instant, non. Thomas, il a une question. J'avais noté une question sur le plancher d'aide. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Non. Alors, juste la question sur le plancher d'aide, dire qu'effectivement, l'agence de l'eau a maintenu un plancher d'aide à 3 000 € pour les dossiers, mais qu'on a une exception possible pour certaines aides avec un plancher à 1 500 € qui a été étendu là, dans le cadre du 12e programme aux actions d'accompagnement individuel et collectif des agriculteurs. Ce qui fait que ces actions-là, du coup, ils seront maintenant, en tout cas, regardées par rapport à un plafond de 1 500 € et plus de 3 000 € comme on avait sur le 11e programme. Merci Thomas. Désolée, ça bouge un peu. Hop, je reviens. On va continuer la présentation. Il y a de toute façon encore 2 sessions de questions-réponses qui sont prévues. Donc, on me fait signe dans la salle. Une question sur les groupes 30 000 en 2025. D'accord. Ah oui, je l'ai vu passer en plus. Oui, donc pour les groupes 30 000 en 2025, la question c'est est-ce qu'ils vont être financés, j'imagine. Alors on est encore en difficulté pour vous répondre, puisqu'en fait c'est quelque chose qui va être décidé par le conseil d'administration de l'agence de l'eau Loire-Bretagne du 14 mars prochain. Donc à partir de là, on aura plus d'éléments. C'est évidemment lié au contexte budgétaire qui a pu vous être présenté précédemment et donc lié aux fortes enveloppes qui sont attendues en 2025 sur la conversion à l'agriculture biologique et les mesures agro-environnementales et climatiques. Donc à ce stade, on n'a pas de budget disponible pour les groupes 30 000, mais c'est des choses qui doivent encore être discutées au moment du conseil d'administration. Donc je vous invite à revenir vers nous ou vers la délégation après ce conseil d'administration pour pouvoir vous répondre. Pour continuer sur les outils disponibles donc pour répondre à l'enjeu de lutte contre les pollutions d'origine agricole, je vais vous présenter les éléments qui sont dans la fiche action AGRE 2. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Le 12e programme d'intervention, il est disponible sur le site Aide et redevances de l'Agence de Loire-Bretagne. Et donc, vous avez vraiment tout le détail des modalités de nos différentes aides sur les fiches auxquelles on fait référence dans le diaporama. Donc, on finance effectivement en complément de fonds européens les mesures du plan stratégique national, donc, que sont la conversion à l'agriculture biologique et les mesures agro-environnementales et climatiques. Donc, les autorités de gestion de ces mesures sont
les services déconcentrés du ministère de l'Agriculture en région, donc les DRAF. Ces deux mesures répondent à l'enjeu donc, de lutte contre les pollutions de toutes origines. On a un taux de cofinancement qui est à 50%, donc on va venir financer au maximum la moitié de l'aide apportée à l'agriculteur, donc qui au final lui touche 100% de l'aide. Dans le 12e programme, on a une cible à atteindre à la fin du 12e programme qui a été fixée, donc qui regroupe ces mesures-là, mais également la mesure de paiement pour services environnemental qui va vous être présentée juste après. Et donc avec des cibles sur les aires d'alimentation de captage prioritaire, donc d'atteindre 135 000 hectares de contractualisation sur ces aides directes et 30 000 hectares pour les bassins versants algues vertes. Pour la conversion à l'agriculture biologique, c'est une petite exception à nos règles sur les accords de territoire et sur les territoires prioritaires, puisque c'est une mesure qui, déjà sur la fin du 11e programme, est financée sur tout le bassin, y compris hors accord de territoire. Pour appuyer notre stratégie sur les captages prioritaires, c'est une mesure qui est déplafonnée, enfin, qui peut être déplafonnée en accord avec les autorités de gestion sur nos aires d'alimentation de captage. Donc, voilà. Sur les mesures agro-environnementales et climatiques, donc elles sont financées en priorité sur les accords de territoire, sur les aires d'alimentation de captage prioritaire, et ensuite sur les accords de territoire qui regroupent des territoires prioritaires qui visent à l'atteinte du bon état des eaux. Ce qui est important pour nous, c'est que le porteur de l'accord de territoire il soit bien impliqué dans la construction du projet agro-environnemental et climatique qui structure donc le financement de ces mesures. La liste des mesures financées, elle est listée dans la fiche action que je vous ai citée, donc je vous invite à vous y référer également pour avoir la liste des mesures. C'est majoritairement des mesures eau, il y a également la MEAEC sol semi-direct, des mesures sur l'élevage, sur la biodiversité et les zones humides. Pour le dispositif de paiement pour services environnementaux, donc on est sur la fiche action Agre 3 du 12e programme. Je ne rappelle pas les cibles, mais c'est les mêmes que pour la CAB et les mesures agro-environnementales et climatiques. C'est un dispositif qui peut être aidé à 80% avec une bonification de 10% sur le zonage FRR. Le financement sera possible dans les accords de territoire, mais uniquement sur les aires d'alimentation de captage prioritaire. On vous a pas mis beaucoup plus d'informations à ce stade puisque le dispositif n'est pour l'instant pas ouvert en démarrage du 12e programme au vu du contexte financier qui a pu vous être présenté plus tôt. Pour répondre toujours à la lutte contre les pollutions d'origine agricole, on a un dispositif qui concerne l'acquisition de matériel et d'équipements agricoles pour accélérer la transition écologique de l'agriculture, donc qui se réfère à la fiche Agre 5. Ces investissements ils sont cofinancés par l'Agence de l'eau dans le cadre des appels à projets régionaux, soit PCAE, soit PVE. Donc, c'est des dispositifs qui sont aussi dans le cadre du plan stratégique national et qui sont portés par les régions. On va venir apporter des cofinancements sur les investissements agro-environnementaux qui vont contribuer à la mise en œuvre des leviers agronomiques issus de l'agroécologie. Donc, on peut retrouver du matériel pour la couverture des sols, des herbages alternatifs, la diversification des assolements ou l'allongement des rotations. Mais il faut se référer après à chaque appel à projet régional. On finance dans le cadre de nos accords de territoire sur les territoires prioritaires que sont les aires d'alimentation de captage prioritaire et les territoires en vue de la reconquête du bon état des eaux. On finance jusqu'à 100% de l'aide émise pour l'agriculteur, donc sans complément FEADER, donc avec un taux d'aide agriculteur au final qui est à 65%. On peut venir également financer d'autres investissements que sont ceux pour la mise aux normes dans les nouvelles zones vulnérables, cette fois-ci avec un taux d'aide à 50% en complément du FEADER et un taux d'aide agriculteur qui est toujours à 65%. La dernière fiche, c'est que je vous présente, c'est pas la dernière de la présentation. Elle regroupe en fait les outils pour la reconquête et la protection des captages d'eau potable. Donc, elle va regrouper des outils qui peuvent être déclinés pour le petit cycle ou pour le grand cycle. Donc, dans un premier temps,
Je vous présente ce qui nous intéresse pour la reconquête de la qualité des eaux sur les aires d'alimentation de captage prioritaire, donc dans le cadre de nos accords de territoire. Pour vous rappeler juste que la mobilisation des outils fonciers, elle est fortement préconisée par les différentes instructions gouvernementales dans les outils à mettre en œuvre dans les démarches de protection des aires d'alimentation de captage. Pour nos accords de territoire sur ces territoires-là, on attend la mise en place d'une stratégie foncière dans la stratégie de territoire pour cadrer la programmation de l'action foncière qui va se baser sur la maîtrise des usages favorables à la ressource en eau. La stratégie foncière, on attend qu'elle précise les objectifs d'usage pérenne qui correspondent aux enjeux du territoire, qu'elle cible les sites prioritaires du territoire, les modes d'intervention éventuels, que ce soit de l'animation, de la veille foncière, etc., et les outils fonciers mobilisables, du conventionnement, de l'échange, de l'acquisition. Pour nous, la définition d'une stratégie foncière, c'est un préalable un préalable pour bénéficier de nos aides financières, donc pour tout ce qui est acquisition et autres actions foncières dans l'accord de territoire. Donc après, on a deux grands outils, les études de mise en œuvre des outils fonciers qui sont financées à hauteur de 50%, et ensuite les acquisitions foncières et les obligations réelles environnementales qui sont financées à 70%, avec une bonification à 10% sur le zonage FRR. Cette fiche AEP1, on voulait juste vous le rappeler ici, elle porte également le financement sur les 212 captages prioritaires du bassin, des études de délimitation et de vulnérabilité des aires d'alimentation de captage, des diagnostics multipression et de vulnérabilité à un taux d'aide de 50%. Je laisse la main à Thomas. Non, à Gaëlle, pardon. Je voulais faire intervenir très vite. À Gaëlle pour la suite des outils lutte contre les pollutions agricoles. Donc, on poursuit avec les aides pour le développement de filières. Là, on est sur la fiche action AGRE 4 du 12e programme. Et donc, ce dispositif va répondre aux deux enjeux de lutte contre les pollutions d'origine agricole et de gestion résiliente de la ressource en eau. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'animation filière. Et donc là, on est sur le financement d'études et d'investissements. Donc, pour ce qui est des études, ça va être des études d'opportunité, de faisabilité technique et économique, de dimensionnement pour permettre le développement ou l'adaptation de filières ou de débouchés qui sont favorables pour la ressource en eau. Donc, elles sont financées à 50%. Et ce que demande l'Agence de l'eau, c'est que d'autres cofinanceurs soient sollicités, et notamment la région qui a la compétence développement économique. Des investissements aussi sont financés, donc des investissements de valorisation de la production à hauteur de 25% et avec une aide maximale de 200 000 €. Et donc là, même chose, l'Agence de l'eau demande que d'autres cofinanceurs soient sollicités. Et donc, en termes d'éligibilité, là, cette fois, il faut que la filière porte sur une zone de production, donc couvrant un ou plusieurs accords de territoire sur les différents territoires prioritaires, reconquête de la qualité de l'eau potable, reconquête du bon état des eaux ou avec des TGE en émergence. Et donc, enfin, la dernière diapo sur les dispositifs de lutte contre la pollution agricole concerne donc l'objectif d'aménagement des bassins versants, donc avec des dispositifs financés à hauteur de 50%, une cible à l'issue du 12e programme de plantation de 500 km de linéaire de haies. Et donc, ces dispositifs sont détaillés dans la fiche action BV1. Donc, les dispositifs financés, ce sont des études pour aménager les bassins versants et des travaux d'aménagement de dispositifs tampons, donc soit sous maîtrise d'ouvrage public ou portés par une association, ou bien directement auprès d'agriculteurs dans le cadre des appels à projets régionaux du PSN, donc les appels à projets PCAE ou PV. Donc, ces dispositifs, ils répondent à l'enjeu de lutte contre la pollution d'origine agricole. Donc, à ce titre,
ils sont éligibles dans les accords de territoire sur les territoires prioritaires, donc les aires d'alimentation de captage prioritaires et les territoires prioritaires reconquête du bon état des eaux. Et d'autre part, comme ce sont des dispositifs sans regret, donc aux bénéfices multiples, comme l'expliquait Marie en introduction, comme ils ont un impact sur divers enjeux, il a été décidé de d'ouvrir leur éligibilité dans les accords de territoire sur les masses d'eau en risque. Alors, toutefois, il ne peut pas y avoir un accord de territoire spécifique sur les masses d'eau en risque, sur ce dispositif-là uniquement. Il faut qu'un accord de territoire inclue des territoires prioritaires. Ces dispositifs répondent également à l'enjeu de gestion résiliente de la ressource en eau et donc sont éligibles dans les accords de territoire avec PTGE en émergence. Donc, comme l'ont dit mes collègues en introduction, ce dispositif est également éligible dans les accords de territoire milieu aquatique. Et donc, pour en savoir plus à ce sujet, vous avez un webinaire dédié vendredi matin. Voilà, donc là, on fait une deuxième, enfin encore une pause question-réponse. Je ne sais plus si c'est la deuxième, mais voilà. Non, je vais commencer parce que j'en ai eu un petit peu en amont, donc je vais pouvoir commencer avec celle que j'ai eue. Donc, la première question qui nous est posée, c'est sur la visibilité entre l'articulation du 12e programme et du pacte en faveur de la haie pour tout ce qui est aide aux actions de bocage. Donc, c'est vrai que l'année dernière, il y a effectivement eu un relais des aides au bocage qui s'est fait par le pacte en faveur de la haie. Le démarrage du 12e programme, on va rejoindre la réponse que j'ai pu apporter sur les groupes 30 000. On est en attente de nos instances de mars, là, que j'évoquais tout à l'heure, pour savoir également s'il y aura une enveloppe qui sera ouverte pour le financement de ce dispositif en 2025, ce qui pour l'instant n'est pas le cas dans la maquette actuelle. Ensuite, il y a une deuxième question sur le financement de l'accompagnement individuel et collectif sur l'agriculture biologique, puisque la conversion à l'agriculture biologique est financée partout. Donc, il n'y a pas d'exception pour l'accompagnement individuel et collectif pour l'agriculture biologique qui pourrait être accompagné partout. On vise toujours nos territoires prioritaires et au vu également des éléments budgétaires présentés plus avant, il va nous être compliqué de pouvoir de toute façon déployer ce financement partout. Et puis par ailleurs, l'agence souhaite développer la conversion à l'agriculture biologique en premier lieu sur les territoires identifiés prioritaires pour améliorer la qualité de l'eau. Enfin, une dernière question, et je te laisserai la main, sur le déplafonnement des aides CAB. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de plafond du tout ou est-ce que le plafond est plus élevé? L'objectif, mais après, ça c'est vraiment à revoir en fonction des discussions qu'il peut y avoir entre les DRAF et l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Mais en tout cas, pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, l'objectif, c'était qu'il n'y ait pas du tout de plafond. Merci Marie. Donc il y a eu plusieurs questions sur les paiements pour services environnementaux, à savoir notamment quelle poursuite des paiements pour services environnementaux au-delà de la phase expérimentale là, en cours qui a débuté en 2021. Est-ce qu'il y aura une ouverture à de nouveaux territoires? Donc comme le disait Marie quand elle a présenté le dispositif, en fait pour l'instant le dispositif n'est pas ouvert pour des raisons financières. Au sein de l'Agence de l'eau. Et donc, la maquette financière du 12e programme, elle prévoit l'ouverture de ce dispositif à partir de 2028. Toutefois, il serait peut-être possible, mais pour l'instant, on ne peut pas le garantir. Mais voilà, il serait peut-être possible de pouvoir ouvrir le dispositif avant en fonction des possibilités financières. Mais toujours sur les PSE, donc est-ce que les seules parcelles de l'exploitation situées dans l'AC seront éligibles ou toute la SAU? Donc, à savoir que la reconquête de la qualité des eaux, des captages prioritaires fait bien partie des priorités de l'Agence de l'eau. Donc, effectivement, les parcelles dans l'AC sont bien prioritaires aux yeux de l'Agence de l'eau. Après, bien sûr, le contexte du territoire sera étudié. Et puis en fonction aussi du contexte financier de l'Agence de l'eau et de nos possibilités, on pourra étudier la possibilité d'ouvrir aux parcelles aux abords de l'AC.
Et enfin, quelle instance de concertation sur les cahiers des charges et l'accès aux moyens financiers. Donc, pour ce qui est de la validation en fait du dispositif PSE, des indicateurs et des bornes, donc de l'ambition du dispositif, l'agence de l'eau étudiera l'ambition de ce dispositif, les surfaces potentiellement qui pourront être couvertes, et puis y compris en fait si d'autres agriculteurs souscrivent des MAE, etc., quelle surface au total on peut avoir de couverte avec tous ces outils d'aide directe pour faire évoluer les pratiques des agriculteurs. Donc tout cela rentrera en compte dans la sélection des dispositifs qui pourront être financés par l'agence de l'eau. Mais voilà, pour l'instant, malheureusement, ce ne sera pas pour tout de suite, a priori. Après, j'ai également des questions sur ce qui concerne plutôt les outils fonciers. Donc, est-ce que les acquisitions foncières et obligations réelles environnementales ne sont finançables que sur les territoires prioritaires? Alors déjà, pour répondre à cette première question, elles ne sont finançables que dans les aires d'alimentation de captage prioritaire. Donc, c'est encore un peu plus restreint. Jusqu'à présent, au 11e programme, on a majoritairement financé des acquisitions sur ces territoires-là, en tout cas pour ce qui concerne les pollutions agricoles. C'est pour ça d'ailleurs que ces outils se retrouvent dans la fiche action spécifique captage prioritaire. Quelles structures peuvent prétendre à ces aides? Là, je ne vais pas vous répondre comme ça. Je vous invite à vous rapprocher peut-être de la délégation pour savoir si vous êtes potentiellement éligible pour ce type d'action. Enfin, une dernière question sur le financement possible d'acquisition foncière, réserve foncière en vue d'échange. Donc, effectivement, c'est une des modalités qui est également prévue dans la fiche action, dans la mesure où il y a une stratégie foncière qui a été établie sur l'accord de territoire. On peut financer de l'acquisition foncière en vue d'échange, sachant qu'il faut que l'échange puisse avoir lieu dans les 6 ans après le démarrage de l'aide. Voilà, mais vous avez aussi tous les éléments dans la fiche action. Il y a une question aussi sur l'accès au financement d'accompagnement agricole hors territoire prioritaire. Donc là, effectivement, il n'y a pas à ce jour de possibilité dans le 12e programme, mis à part effectivement les groupes 30 000 du plan Éco-Phyto qui pourraient être ouverts en dehors de ces territoires. Et la CAP. Mais l'accompagnement, oui, moi j'entendais l'accompagnement, le conseil. Mais effectivement, voilà, la conversion à l'agriculture biologique est ouverte sur tout le bassin. Voilà. Peut-être répondre aussi à la question là qui s'affiche. Je vois quelles sont les actions mises en place pour mesurer la bonne utilisation des aides. Je ne sais pas si toi tu as répondu à cette question. Non. Peut-être évoquer le fait qu'au sein de l'accord de territoire, il y a aussi une disposition qui est prévue pour analyser l'efficience et la poursuite du financement de l'agence de l'eau au bout des 3 ans du programme d'action. Donc, ce point a été plus longuement évoqué lors du webinaire de lundi après-midi sur les accords de territoire et je vous invite à vous y référer pour plus d'éléments. Voilà. On va enchaîner. Il nous restera encore une session de questions-réponses à l'issue de la présentation de Thomas sur les outils plutôt orientés gestion quantitative. Donc on lui laisse la main et puis on reprendra vos questions à la suite. Et puis s'il y avait de nouvelles questions sur les autres sujets, on pourra éventuellement y répondre aussi. Je vais utiliser donc le même schéma présenté précédemment pour faire le lien entre les objectifs et les fiches actions. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure 4 objectifs. Donc, le premier sur la résilience et résilience des milieux et le développement des solutions fondées sur la nature. Donc là, ça fait effectivement référence à des fiches actions sur les autres enjeux. Donc, les fiches actions sur les milieux aquatiques pour la restauration des cours d'eau et la restauration des zones humides. L'aménagement des bassins versants, c'est une fiche d'action qui est transversale. Et puis, la fiche action spécifique sur les infiltrations des eaux pluviales en zone urbaine. Sur l'objectif accélérer les économies d'eau, donc là, il y a 2 fiches actions dans le programme qui existent. Alors, il y a la fiche action QA1
qui, elle, s'intéresse la sobriété pour les acteurs économiques non agricoles et les collectivités. Les actions sobriété pour la partie agricole se trouvent en partie dans la fiche action sur les investissements agro-environnementaux, mais aussi dans tout l'accompagnement des actions de sobriété qui peuvent être faites au travers de ce qui a déjà été présenté. La partie partage des prélèvements entre les différents usages, c'est principalement l'association QA2 sur la partie connaissance milieu, et on le verra, les outils de concertation. Et puis la partie accompagner le retour à l'équilibre, les territoires en déséquilibre, donc fait le lien avec les actions, le programme d'action grand cycle, accompagnement des agriculteurs, action filière, et aussi à 2 fiches actions dédiées, une aux organismes de gestion collective des prélèvements pour l'irrigation et une sur les prélèvements agricoles. Et en bas, vous avez effectivement les fiches d'actions un peu transversales qui peuvent être aussi mobilisées concernant le suivi des milieux, concernant la sensibilisation et concernant le volet concertation, accord de territoire. Donc la fiche action TER 1 sur les actions d'animation près des clés en commission locale de l'eau des sages et l'action TER 2 sur l'animation auprès des accords de territoire. Donc je vais prendre enjeu par enjeu. Donc, pour revenir sur l'accélération des économies d'eau et réduire les prélèvements, en ce qui concerne l'agriculture, c'est au travers de la fiche action sur les investissements agro-environnementaux, on va porter un cofinancement en travaux équipements de réduction des besoins en eau et des prélèvements dans les bâtiments agricoles. Alors c'est un dispositif qui est ouvert dans tout le bassin, mais qui n'est pas porté directement par l'agence, par les régions, du coup dans le cadre des appels à projets PCAE, PVE. Donc, comme sur les investissements environnementaux spécifiques, l'agence apporte 50% d'aide en complément du FEADER, donc sur des taux maximums, avec un taux d'aide maximum aux agriculteurs de 65%. Les types d'investissements qu'on peut rencontrer sont les changements de pratique dans les bâtiments d'exploitation, pour l'abreuvement des animaux, pour le nettoyage des bâtiments, pour le recyclage des eaux de drainage en production végétale hors sol. On a aussi les équipements permettant la récupération et l'utilisation des eaux de pluie de toiture pour les bâtiments d'exploitation de serre. Donc ça, c'est des aides, en tout cas des types de travaux qui avaient fait l'objet de l'appel à projet spécifique agence en 2020 et 2022. Donc l'agence a plutôt transformé l'essai en s'associant aux régions pour continuer à accompagner ce type de projet. Et actuellement, toutes les régions du bassin ont ce type de dispositif ouvert avec des cofinancements de l'agence. Il n'y a que 3 régions sur lesquelles l'agence n'apporte pas le cofinancement, la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Normandie. Et sinon, dans toutes les autres régions, il y a un cofinancement de l'agence sur ce type d'investissement. Sur l'objectif partager les prélèvements entre les différents usages, alors c'est pas vous êtes directement aux agriculteurs ou à l'animation agricole, mais j'en parle parce que ce sont toutes les démarches de concertation locale qui, d'ailleurs, permettent de identifier les territoires en tension, identifier les volumes prélevables et qui sont la base de construction des programmes d'action de retour à l'équilibre. Donc, on a dans cette fiche action QA2 une nouveauté avec la mise en dur, la possibilité d'aller financer des missions de concertation ponctuelles pour aider la concertation locale, à un taux de 70%, même taux que les études HMUC. Et cet accompagnement vient en complément de l'animation faite au travers des sages, dans lequel il peut y avoir un ETP dédié à l'animation de la partie PTGE, gestion quantitative, à l'animation dans les accords de territoire et aux études qui sont notamment dans cette fiche-là, aidées à 50% en termes d'études d'aide à la décision, ou les analyses à la HMUC, donc les analyses qui répondent aux SDAGE aux SDAGE Loire-Bretagne pour définir les études comme base d'études volume prélevable, comme base des études volume prélevable, pardon, qui sont elles aidées à 70%. Alors, un focus aussi très rapide via la carte pour montrer que on a 65% du territoire bassin qui est actuellement couverte par ce type d'études HMUC dans l'objectif d'aller notamment vers la définition de volume prélevable, que ça représente 40 sages sur 57,
que c'est une démarche qui a été largement dynamisée en 2022 par un appel à initiative financé à 100%, notamment aux collectivités. Et pour vous donner un petit contexte sur les financements, ce type d'accompagnement ou d'aide sur les études HMUC, ça représentait sur le 11e programme 14 millions d'euros de dépenses, dont 10 millions d'euros d'aide de l'Agence de l'eau, 1,5 million d'euros des fonds État dans le cadre du plan de relance, et du coup 2,5 millions d'autofinancement par les différentes structures collectivités. Dans les outils de retour à l'équilibre et pour accompagner les territoires, on a un dispositif spécifique sur la gestion des prélèvements irrigation pour la mise en œuvre des outils de gestion collective des prélèvements d'irrigation au travers du coup de la mise en œuvre des OEGC, organismes uniques de gestion collective. L'Agence de l'eau reconnaît la mise en œuvre de ces structures pour toutes les démarches de retour à l'équilibre. Et donc, il y a une extension du taux d'aide qui était de 50% au programme sur le bassin hors ZRE à 70% là, sur tout le bassin hors Bretagne. Cette fiche action QA2, elle permet aussi d'accompagner la mise en œuvre d'opérations collectives de télérelève des compteurs d'irrigation à l'échelle de l'OIGC. On a effectivement constaté il y a une demande locale d'avoir accès à la donnée en cours de campagne et pas qu'en fin de campagne. Donc l'Agence de l'eau accompagne du coup la mise en place de la télérelève, la télétransmission pour pouvoir acquérir de la donnée en temps réel, la donnée des prélèvements d'irrigation, pour avoir un outil de pilotage de l'irrigation, notamment en période de sécheresse. Donc, il y a un accompagnement de l'agence à 70% pour la mise en place sur les surcoûts de la télérelève, dont la prise en compte des études et de l'animation. Une des conditions à ce financement, ce sera bien de prévoir la mise à disposition des données de prélèvement au service de l'État pour en faire de la gestion au fil de l'année. Dans l'accompagnement du retour à l'équilibre dans les territoires en déséquilibre, il y a un volet à développer systématique, obligatoire sur la sobriété des usages. Pour la sobriété des usages, sont bien les actions qu'on a vues en termes d'agroécologie qui vont être mobilisées. Donc, c'est les fiches actions sur les filières, l'accompagnement des agriculteurs, l'animation dans les territoires, l'aménagement des bassins versants. Et donc, c'est bien des actions qui seront accompagnées dans le cadre d'un accord de territoire, forcément avec un PTG en émergence soit prouvé. Donc, c'est avec les mêmes dispositifs, hein, comme je l'ai dit, communs à la transition écologique de l'agriculture. Hein, ces actions bénéfices multiples. Et l'objectif, c'est bien de porter une véritable transition écologique de l'agriculture pour réduire les besoins en eau et les prélèvements pour l'irrigation et s'adapter dans les meilleures conditions au changement climatique. Le type d'action qui peut être mis en œuvre, c'est notamment la diversification des cultures et rechercher une diversification des cultures vers des cultures plus sobres, moins consommatrices en eau, et aussi rechercher une meilleure capacité de stockage des sols, meilleure valorisation des sols, de la réserve utile des sols par la couverture des sols, la simplification du travail du sol, l'enrichissement en matière organique. Il y a là aussi la possibilité d'aller mobiliser la structuration des filières pour les cultures faiblement consommatrices en eau, et puis toutes les actions d'aménagement de bassins versants qui contribuent à une meilleure infiltration de l'eau, à la réduction des écoulements, et donc à la meilleure disponibilité de l'eau sur les bassins versants. C'est les haies, les zones tampons humides, les mares notamment. Donc ces actions de sobriété, donc, qui notamment découleront des démarches PTGE, des études HMUC, parce que il y aura des programmes d'action à mettre en œuvre pour le retour à l'équilibre. L'Agence de l'eau s'est fixé un objectif d'accompagner 10 démarches pour le retour à l'équilibre sur la durée du 12e programme. Je vais terminer la présentation par la présentation du dispositif sur la substitution des prélèvements agricoles. Donc, c'est une fiche action dont le numéro n'a pas été mis à jour, mais c'est la fiche action QA4. D'ailleurs, pour les OEGC, il y a peut-être une erreur aussi, c'était la QA3, mais pour trouver vos chiffres en regardant le document. Donc, sur cette QA4, c'est une fiche action qui prévoit pour l'agence le financement de la substitution des prélèvements agricoles. Alors, c'est pas des actions obligatoires dans ces programmes d'action, mais c'est des actions auxquelles on peut avoir recours
en complément des actions de sobriété, en complément des solutions fondées sur la nature, pour répondre à l'objectif de retour à l'équilibre des territoires et des objectifs de bon état. On a 3 dispositifs. C'est la création des retenues de substitution, qui se fait dans le cadre d'un PTGE approuvé. Retenue de substitution qui comprend aussi, lorsqu'elle est alimentée par de la réutilisation des eaux usées traitées à destination d'irrigation. Le coût plafond pour ces projets-là, il sera défini par le conseil d'administration et il n'est plus mentionné dans le document. Pour la déconnexion des plans d'eau à usage agricole, c'est des connexions de plans d'eau qui pourraient être financées dans un objectif pareil de substitution, dans le cadre d'un PTGE approuvé ou pour un objectif plus sécurisation de l'eau potable, dans des territoires en ZRE, en amont de retenue d'eau potable, j'en parlerai un petit peu en détail après. Et donc là, la déconnexion des plans d'eau, ça consiste en un isolement hydrographique du plan d'eau par un bras de contournement avec un système de gestion des volumétriques entrée et sortie pour ne remplir le plan d'eau qu'en période de haute zone. Et puis on a un troisième dispositif qui est sur le déplacement de forages impactants, des forages qui impactent les débits des cours d'eau en période de basse eau, dispositif ouvert dans un PTGE approuvé ou en ZRE. Alors, je vais faire un focus sur les 2 premiers dispositifs. Alors ce que j'ai pas dit, effectivement, c'est que c'est des dispositifs qui sont aidés au taux de 50%. Au 11e programme, effectivement, il y avait un taux affiché à 70%. Pour le 12e, c'est un taux de 50% qui sera dédié, sachant que le 70% est plutôt consacré aux actions de concertation, structuration de la gouvernance et solutions fondées sur la nature. Pour les retenues de substitution, donc l'agence accompagne dans un objectif de retour à l'équilibre. Donc les conditions spécifiques que je présente ici, ce sont les principales, c'est-à-dire que on accompagne uniquement des projets qui s'inscrivent dans le séquençage HMUC validé, volume prévable arrêté, PTGE approuvé. Donc on a bien des PTGE qui s'appuient sur des volumes prélevables validés sur la base d'une HMUC récente, que les retenues de substitution ont du sens uniquement dans les territoires en déficit quantitatif. Donc c'est bien le principe d'une retenue de substitution, un remplissage dans la période hivernale pour remplacer les prélèvements en période de basse eau, en période d'étiage. Et donc là, les territoires sur lesquels on peut aller sur ces dispositifs-là, c'est bien dans les territoires où on a des volumes prélevés qui sont actuellement supérieurs aux volumes prélevables. C'est ce qu'on appelle accompagner le retour à l'équilibre. Il faut que le territoire soit couvert par un OUGC, parce que l'OUGC, c'est un cadre qui, au travers de l'AUP, autorisation unique de prélèvement, permet d'intégrer une trajectoire de réduction des prélèvements à l'échelle d'un territoire. Et donc, on a aussi une obligation d'avoir des engagements des exploitations agricoles favorables à la transition agroécologique, y compris sur le volet des pollutions diffuses et des usages des intrants nitrates et phyto. Ce point-là, il est noté avec un petit CB, c'est que c'est un critère d'éligibilité qui a été demandé par le comité de bassin au travers d'une motion en juillet 2023 suite à l'analyse des projets, notamment sur le marais poitevin. Pour ces projets de retenue substitution, on a aussi, alors, globalement, c'est un maintien par rapport au 11e programme, une propriété collective qui est exigée, qu'elle soit publique ou privée, et des projets qui sont bien financés dans le cadre d'un accord de territoire qui doit être porté par une collectivité. Ce portage collectivité rejoint du coup la stratégie globale de l'agence d'avoir des accords de territoire avec une collectivité compétente. Je fais le focus sur la déconnexion des plans d'eau à usage agricole en montrant les différences ou les similitudes, en tout cas pour le retour à l'équilibre sur l'intégralité du bassin Nord-Bretagne, on a les mêmes contraintes, séquençage HMUC, déficit quantitatif, OUGC, engagement des exploitations. On a une ouverture qui est faite dans un objectif de sécurisation de l'alimentation en eau potable, c'est-à-dire
Lorsqu'on a un plan d'eau qui, en amont d'une retenue pour l'eau potable, intercepterait des flux, on mobilisera les aides à la déconnexion pour du coup libérer le maximum de flux qui circulent dans le cours d'eau pour éviter que ça transite par le plan d'eau, pour qu'en période d'étiage, voilà, il y ait des eaux qui transitent le plus facilement vers l'aval et du coup sécuriser l'alimentation en eau potable. Et donc c'est une ouverture qui est faite pour les territoires en zone de répartition des eaux en amont du retenu d'eau potable. Et donc, ces travaux de déconnexion de plan d'eau doivent de toute façon s'inscrire dans le cadre d'un arrêté d'autorisation de régularisation du plan d'eau avec des volumes qui étaient préalablement autorisés. On n'ira pas faire de la déconnexion si les volumes n'étaient pas autorisés. Voilà. Euh, alors, il y a une tolérance pour ces projets-là sur une propriété individuelle du plan d'eau, parce que c'est souvent des propriétés individuelles euh, existantes, c'est souvent la situation, et ça doit s'inscrire aussi dans un accord de territoire. Je vais en finir par des conditions qui pèsent sur ces projets de substitution, mais un peu complexes, mais je vais essayer de simplifier. C'est que toute aide de l'agence à des activités économiques doit s'inscrire dans un cadre de financement. Et les financements pour la substitution s'inscrivent soit dans le cadre des PSN, plan stratégique national, donc dans les dispositifs gérés par les régions pour les investissements, soit dans un cadre notifié État. Sachant que les régions, globalement, les dispositifs régionaux ne sont pas adaptés pour les financements d'agences tels qu'ils existent, la majorité des aides d'agences seront sur la substitution passeront par un régime notifié SA qui est notifié par le ministère de l'Agriculture, qui est le même utilisé pour le Fonds hydraulique agricole, dispositif géré par les DRAF notamment. Et donc, pour ces financements d'hydraulique, que ce soit dans le PSN ou via le régime notifié, il y a un encadrement européen qui conditionne les aides au bon état des masses d'eau. Et donc, vous avez ces cartes-là à droite qui présentent en haut les masses d'eau en état moins que bon pour le paramètre hydrologique pour les masses d'eau superficielles. Et en bas, la même chose, les masses d'eau en état moins que bon pour le paramètre hydrologique pour les masses d'eau souterraines. Et donc, du coup, l'encadrement donne notamment deux conditions qui s'appliquent aux trois dispositifs, c'est-à-dire que il n'est pas possible d'avoir des développements de surface irrigués liés à un projet de stockage pour des projets qui seraient situés sur des masses d'eau en état moins que bon. Donc, ça veut dire que sur ces projets-là, sur ces masses d'eau-là, il n'est pas possible de faire du développement de l'irrigation. Après, la substitution qui ne se traduit normalement pas par du développement, lui, est effectivement toléré sur ces masses d'eau en état moins que bon. Pour la déconnexion des plans d'eau et le déplacement des forages, il y a en plus des objectifs d'économie d'eau en fonction de l'état de la masse d'eau. Donc ça, c'est des choses qui seront effectivement examinées au cas par cas lorsque les projets se présentent. Voilà, donc j'en ai fini moi pour la partie sur les aides spécifiques et la gestion quantitative. Alors il y a peut-être des questions particulières. On pourra aussi reprendre le temps de répondre à d'autres questions qui ont pu être posées sur les autres sujets. Alors je vais en profiter pour faire un petit retour sur des questions posées précédemment auxquelles on n'a pas répondu, notamment sur les PTGE, et savoir est-ce qu'il y a des zonages pour mettre en place des PTGE. Alors, il y a effectivement pas de zonage pour les PTGE, c'est bien toute structure de concertation qui peut prétendre à aller vers une démarche PTGE, sachant que c'est bien un outil État. Par contre, le financement d'action, le financement d'action par l'agence devra être, lui, justifié par le diagnostic du territoire, par la pression significative et le besoin d'accompagner un retour à l'équilibre. Donc, effectivement, l'agence n'ira pas forcément sur tous les PTGE, mais devra avoir ce cadre-là pour mobiliser des actions sur les territoires avec des pressions significatives de prélèvements, notamment responsables d'un déficit quantitatif. Il y avait une question sur les PTGE en émergence et qu'est-ce que ça signifiait. Alors, le PTGE en émergence, il n'est pas par opposition au PTGE approuvé. C'est-à-dire approuvé, c'est lorsque on a un programme d'action qui est approuvé par
les services de l'État, par le préfet coordinateur de bassin, avant on considère qu'on est dans une phase d'émergence. Elle peut effectivement débuter cette phase d'émergence après une analyse HMUC, qui servira de socle à cette démarche PTGE, mais elle peut même être initiée avant le démarrage de la HMUC et la gouvernance PTGE peut aussi participer à la gouvernance de la HMUC. Voilà. Les situations dépendent aussi du local et de la phase dans laquelle on se situe aussi la réflexion, en tout cas la concertation dans les différents sages. Alors je vais prendre le temps de lire je laisse à les Thomas questions. le temps de lire les questions. On voulait juste revenir sur une des questions qui a été posée lors de la dernière session sur les aides qui sont disponibles hors territoire prioritaire. Donc, Gaël avait effectivement signifié les groupes 30 000 et la conversion à l'agriculture biologique. Il y a également l'aménagement de bassins versants, voilà, pour compléter la réponse, qui est effectivement ouvert au-delà de ces territoires prioritaires, puisque, comme on l'a précisé, il y a une ouverture sur les masses d'eau en risque pesticides et nitrates. Alors, deux questions sur les démarches, notamment HMUC. Alors, je vais les lire. Les études prévoient-elles systématiquement un point sur les prélèvements hivernaux, cas des réserves de substitution? Donc, il y a une stratégie bassin qui a été soumise à avis du public là, cet hiver, qui cadre bien le contenu des études HMUC et la définition des volumes prélevables. Et vous avez aussi un guide HMUC sur le bassin qui cadre son contenu. Donc, aborder la partie des prélèvements hivernaux n'est pas une obligation. L'obligation incombe à la partie étiage ou basse eau. Il y a une possibilité au territoire de s'intéresser aux volumes hivernaux, mais à défaut, ça n'empêche pas d'avoir des projets de retenue de substitution ou de création aussi, hein, non financés par l'agence, mais à imaginer du stockage hivernal, mais qui, dans ce cas, est soumis à une étude d'impact et qui devra démontrer que le projet est compatible avec les volumes disponibles à cette période-là. Donc, il n'y a pas forcément l'obligation d'avoir une étude de volume prélevable sur cette période hivernale, c'est un minimum une étude d'impact du projet et du coup d'impact cumulé intégrant l'ensemble des projets à l'échelle d'un territoire. Une question sur les aides au volet socio-économique des études HMUC. Alors, c'est notamment le guide HMUC qui fait la part des choses entre l'outil socio-économique dans la phase de construction des HMUC. Dans une réflexion HMUC, le guide prévoit d'avoir recours à une analyse multicritère, abordant quelques éléments simples pour juger de l'impact sur les paramètres socio-économiques. Donc, cette analyse multicritère peut effectivement être accompagnée dans le cadre de l'HMUC au même taux que l'HMUC à 70%. Par contre, les analyses socio-économiques qui servent derrière, après la définition des volumes prélevables, à construire des programmes d'action, ces études socio-économiques, économiques et financières, socio-économiques et financières, sont elles accompagnées comme des études d'aide à la décision au taux de 50%, et elles ont plutôt vocation à construire le programme d'action après que les volumes prélevables soient définis. Et donc, on est bien dans des études de construction des scénarios. Alors, qui répondent notamment, je cherchais, au guide PTGE d'INRAE sur l'analyse économique et financière des projets territoire gestion de l'eau à vocation agricole. Une question, alors dans un contrat de territoire avec un bassin versant reconnu en déficit, avec une étude HMUC approuvée, est-ce qu'il serait possible de financer une étude de création de filière moins consommatrice en eau? Donc, ça fait effectivement partie des actions finançables dans le cadre de la sobriété, mais tel que le fixe le 12e programme, à condition qu'on ait un PTGE approuvé, PTGE en émergence, pardon, je mélange aussi les pinceaux, qui soit reconnu, c'est-à-dire que le territoire par une feuille de route, s'engagent à aller vers la construction d'un programme d'action multi-usage et donc reconnaissent l'intérêt d'aller vers
un programme d'action global qui permette le retour à l'équilibre dans le territoire. Une question. Ouais, je les ai pas compris, elles sont toutes les unes. Alors oui, je vais pouvoir les lire en direct aussi. Euh, alors, les cartes sur les retours à l'équilibre sont petites. Alors oui, les cartes qu'on appelle actuellement cartes PSN, mais qui n'ont pas qu'une vocation au PSN, parce qu'elles s'appliquent à tout financement public sur les masses en état moins que bon. Alors là, je les ai mis en toutes petites. Et il faut effectivement les consulter. Il faut aussi consulter la liste des masses d'eau, hein, des tableaux Excel qui y sont associés, parce que certaines masses d'eau peuvent être l'une sur l'autre, notamment pour les eaux souterraines, et ça nécessite de regarder vraiment la liste des masses d'eau. Elles sont actuellement mises en ligne sur le site internet de l'Agence de l'eau, mais elles ont vocation à être hébergées prochainement sur un site du ministère, parce que ce sont des cartes nationales. Et vous pouvez, en tapant carte PSN, les retrouver sur Internet, sur nos sites et voilà, sur notre site, notamment Agence. Une question sur l'irrigation des surfaces en maraîchage diversifié a-t-elle le même statut que l'irrigation sur des grandes cultures de surface céréalière? Euh, donc là, on est bien sur des discussions en termes de priorité d'accès à l'eau qui doivent se faire à l'échelle d'un territoire. C'est pour ça qu'on renvoie ces discussions à l'échelle des PTGE. Et c'est au territoire, notamment au travers des règlements des organismes publics de gestion collective, quand ils existent, de fixer des règles de priorité. Et c'est aux acteurs du territoire, aux élus, de donner des priorités entre les différents types d'usage de l'eau. La déconnexion des plans d'eau ne rentre-t-elle pas dans la restauration de la continuité écologique ou bien ce qui a été présenté s'adresse à des ouvrages déjà régulièrement autorisés, donc peut-être plus incitatifs sur l'amélioration de l'existant? Alors, une question pertinente parce que l'agence peut effectivement, à travers son programme d'action, intervenir à différents titres sur la déconnexion des plans d'eau. Il y a une modalité au travers des milieux aquatiques qui permet de travailler sur la continuité écologique, mais qui au final concerne très peu de plans d'eau, qui concerne plutôt des ouvrages, des barrages. Et donc à ce titre-là, sur des ouvrages prioritaires, il peut être fait de la déconnexion au travers des situations de milieux aquatiques, mais la grande majorité des plans d'eau ne rentrent pas dans cet objectif national, en tout cas sur les ouvrages identifiés prioritaires. Et donc les ouvrages d'irrigation ne sont aidés au travers de la déconnexion que au travers de la substitution. Euh, on a sur le bassin de la Bretagne pas loin de 300 000 plans d'eau. L'agence de l'eau, effectivement, n'a pas vocation à apporter une solution sur chacun de ces plans d'eau. Et donc, c'est pour ça qu'on associe notre intervention uniquement à la substitution dans le cadre où on a effectivement un objectif de retour à l'équilibre, sachant que les plans d'eau connectés sur cours d'eau ont un impact direct de leur prélèvement sur le débit en période de basse eau. Et donc, il y a un intérêt, par la substitution, d'isoler ces prélèvements et de les voir affecter la période hivernale. Une question, en tant qu'agriculteur, est-ce que mon volume d'eau prélevable va croître si j'acquiers des surfaces agricoles irriguées par leur ancien exploitant propriétaire? Alors, je renvoie effectivement aux discussions locales. En tout cas, tout dépend la situation, la situation du territoire. Mais en tout cas, il y a beaucoup de territoires de plus en plus, notamment sur la Bretagne, qui sont considérés par une ZRE, donc sur lesquels il y a un objectif de réduction des prélèvements, pour lequel les prélèvements sont encadrés par un organisme unique de gestion collective, donc un cadre qui, de toute façon, limite les volumes à l'échelle d'un territoire. Et donc, effectivement, il peut y avoir un historique sur une parcelle, sur une exploitation existante, qui sera pris en compte dans l'affectation des volumes au moment de l'OIGC. Après, il faut avoir en tête que sur Loire-Bretagne, le SDAGE définit plusieurs zonages, des zonages généreux sur lesquels il y a une obligation de réduire. Donc, c'est là où il y a des OIGC de manière obligatoire qui ont une trajectoire de réduction des volumes à des pas de temps prévus ou conformes à la réglementation, dans lesquels peuvent rentrer les retenues de substitution pour réduire les prélèvements en période d'étiage. Il y a aussi un certain nombre de zonages qui est plafonné au niveau actuel, c'est-à-dire que les services de l'État ne peuvent pas affecter de nouveaux volumes pour des nouveaux prélèvements, pour des nouveaux usages.
Et puis le reste du bassin est malgré tout limité en termes de plafonnement sur l'affectation de volume. Donc, en tout cas, il y a une limitation à la croissance des prélèvements en période d'étiage sur le bassin Loire-Bretagne. Je vais peut-être prendre la dernière qui a un retour sur le sujet MAEC. Je lis la question, hein. Le cofinancement de l'agence sur les PAEC hors zone prioritaire sont-ils maintenus jusqu'à 2027-2028, donc des engagements de 2023 et 2024? Donc effectivement, nous, quand on parle de nos financements, en fait, on engage les montants pour les 5 années. Donc ce sur quoi on s'est engagé en 2023 et 2024, on a déjà la capacité financière qui est prévue pour aller jusqu'au bout de l'engagement de 5 ans de l'agriculteur. Donc quand on dit que les financements ne sont pas maintenus à partir de 2026 hors zone prioritaire, ce serait pour de nouveaux engagements des agriculteurs, pour faire la distinction. On arrive à la dernière question de cette session réponse, de cette session questions-réponses. Donc, on va finir la présentation avec un rapide point sur l'outil des demandes d'aide, donc rivage, hein, sachant qu'il y a également un point plus précis qui sera fait vendredi après-midi dans le cadre de ces web rencontres. Juste pour vous rappeler les possibilités d'accès à l'outil, donc depuis le site à des redevances de l'Agence de l'eau, hein, il vous suffit effectivement dans la rubrique en un clic de sélectionner Rivage, gérer vos aides au 12e programme. Et puis vous avez également un certain nombre d'outils à votre disposition, donc des modes opératoires et des outils de compréhension pour démarrer avec cet outil. Pour un petit récapitulatif pour savoir où vous connecter en fonction de si vous voulez déposer une demande d'aide ou déposer une demande de versement. Donc, pour déposer une demande d'aide, maintenant, à partir du 1er janvier 2025, il faut utiliser Rivage. Dans le cadre de l'enjeu lutte contre les pollutions d'origine agricole, il faudra se référer à la thématique 6. Si vous voulez déposer une demande de versement, ça va dépendre de si votre aide a été accordée avant le 31 décembre 2024 ou à partir du 1er janvier 2025. Si on est avant le 31 décembre 2024, il faut rester sur démarche simplifiée. À partir du 1er janvier 2025, ça passe également par Rivage. Donc pour tout savoir, je vous le rappelais, il y a déjà eu un webinaire de présentation le 10 janvier et il y a une séance de rattrapage le 7 février après-midi. On a essayé de vous récapituler aussi les dispositifs Rivage qui correspondent aux fiches actions qu'on a pu vous dérouler sur le début de la présentation. Donc, au sein de la thématique 6, vous allez retrouver le dispositif conseil qui va pouvoir vous permettre de déposer vos demandes d'aide pour l'accompagnement des agriculteurs, si on se réfère à la fiche Agre 1. Le dispositif PSE qui n'est pour l'instant pas ouvert, mais qui portera le même nom. Pour les actions filières, vous avez 2 dispositifs possibles en fonction de si vous êtes plutôt dans une demande d'aide pour une étude filière ou pour des investissements filières. Pour l'aménagement de bassins versants, ça porte le même nom également. Pour les outils fonciers qu'on a pu évoquer dans le cadre de la fiche action AEP1, ce sera la thématique 2. Et pour tout ce qui est transversal, que ce soit l'animation agricole ou les partenariats techniques, ça passe par la thématique 8. Je commente sur le schéma sur la gestion résiliente, sobre et concertée. Donc, il y a beaucoup de dispositifs communs qui font référence au dispositif qu'a cité Marie. Uniquement pour les 3 dispositifs qui sont là dédiés à cet objectif-là, sur les OUGC, la substitution, c'est des dispositifs qui portent leur nom, hein, accompagnement des OUGC, travaux de substitution, déplacement de forage qui se trouvent dans la thématique 6. Il y a effectivement les études d'amélioration de connaissances, les études HMUC et les études d'aide à la décision et l'aide spécifique à l'appui à la concertation qui se trouve, elle, dans la thématique 3 relative à la gestion quantitative dans les territoires. Et puis après, on a remis aussi en bas les thématiques des fiches un peu transversales, donc les thématiques 8 sur l'animation des sages et des accords de territoire, il y a une thématique 9 sur l'information, il y a une thématique 10 sur les suivis, et puis il y aura aussi des thématiques spécifiques sur les actions milieu aquatiques
gestion pluviale, des eaux pluviales. On vous remercie pour votre attention. On vous a remis pour information les contacts de chaque délégation, des 5 délégations de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne pour des précisions, des demandes de précision sur vos projets éventuels. Et puis pour rappel, on vous a également remis le calendrier des web rencontres qui se termine donc à la fin de la semaine. Alors, il y avait juste 2 dernières questions qui font référence justement, notamment délégation, c'est-à-dire que l'agence, c'est un siège, 5 délégations. Pour toutes les questions très spécifiques sur le zonage, vous pourrez vous rapprocher de nos collègues en délégation qui pourront voir avec vous plus précisément les masses d'eau concernées. Il y a une question sur les masses d'eau en risque pesticides et nitrates, donc c'est des informations qui sont issues de l'état des lieux d'usage, hein, qui sont publiques, mais qui peuvent être effectivement retravaillées avec les délégations pour voir précisément celles qui vous concernent. Il y avait une question effectivement sur le financement de postes pour l'aménagement des bassins versants. Alors, effectivement, dans le meilleur des mondes, on pourrait financer des postes pour tous les enjeux, mais on l'a vu, on l'a dit dès le début, on est alerte sur les consommations financières, et donc effectivement, en tout cas sur 2025-2026, année très tendue hein, pour le budget de l'agence, eh bien, on aura plutôt du développement d'actions dans les contrats à un volume constant. Et donc, effectivement, il est difficile d'imaginer du développement de postes, notamment sur l'aménagement des bassins versants, sachant qu'il y a des territoires où les actions se concentrent sur les aires d'alimentation de captage. Donc, effectivement, les laisser la discrétion, discussion entre les délégations et les maîtres d'ouvrage pour mobiliser certaines forces vives existantes sur des actions peut-être aménagement de bassin versant. En tout cas, le budget de l'agence ne permet pas à l'heure actuelle de prévoir du développement de ce type de poste pour cet objectif en particulier. Et juste pour terminer, vous rappelez qu'au moment de la fermeture du webinaire, vous aurez une enquête de satisfaction qu'on vous invite à renseigner. Merci encore. Merci à tous.